d'abord, l'équipe audiovisuelle souhaite que vous, votre famille, vos amis et vos proches sont en très bonne santé. On vous laisse maintenant avec l'intervention de Guillaume de Montfred avec Monsieur Hillel sur l'architecte égyptien Hassan Fathi. Guillaume de Montfred avec nous. Moi. Voilà, c'est lui. Donc, déjà... Alors, pour la classe invitée, bienvenue. S'il vous plaît, n'oubliez pas de ramener les choses après. J'explique dans quel contexte Guillaume de Montfred va intervenir. Le thème de espace et échange, on travaille sur Hassan Fathi, qui est un grand architecte. Je pourrais même dire urbaniste, mais je pense que M. Montfred a un autre point de vue sur la question. Égyptien, mort en 1990, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et qui est presque un peu oublié. Et prix Nobel. Et c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Construire avec le peuple. Nabni Bina al-Sha'b. Ça veut dire. L'intervention va être en français, même si c'est un cours d'arabe, mais en fait, ça enrichit un petit peu le point de vue sur pour vous, les Égyptiens, qui ne connaissez pas tous, cet grand architecte, qui est un peu oublié et qui a fini un petit peu sa carrière en Grèce. Ça veut dire, c'est là où il a fait vraiment des émules, pas ici en Égypte. Et je trouve que M. Guillaume Montfred, architecte, écrivain, surtout urbaniste, extraordinaire, ça m'intéresse au premier point, a connu et connaît très bien l'œuvre de M. Hassan Fathi. Il va nous en parler dans un contexte. Alors, moi, ce que j'avais fait avec mes élèves, on avait commencé le travail sur Hassan Fathi, j'avais un petit peu fait l'éloge. C'était un petit peu apologétique ce que j'avais fait sur Hassan Fathi. J'avais fait un peu l'éloge à Hassan Fathi, vu que historiquement, c'est quelqu'un de rare dans l'histoire de l'Égypte. Je pense que M. Montfred a un autre point de vue sur la question. Donc, je vous laisse la parole et vous êtes libre d'intervenir pour vous. Alors, j'ai mis quelques mots sur Hassan Fathi. Je n'ai pas la prétention de vous résumer tout le travail de Hassan Fathi. Mais en tant qu'architecte, je me suis intéressé à son travail parce que quand j'ai démarré, Hassan Fathi était très à la mode. C'était il y a 40 ans et on s'intéressait à son travail. Donc du coup, je dirais que je n'ai pas fait ma carrière avec Hassan Fathi, mais souvent j'y ai pensé et j'y ai fait quelquefois des références. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, je n'ai pas tout à fait le même regard puisque quand j'ai démarré, j'étais innocent, à la limite un peu comme vous. Mais maintenant que j'avais pas mal travaillé, j'ai un regard un petit peu différent sur ce qu'a fait Hassan Fathi. Alors on va essayer d'entrer dans son œuvre pour savoir pourquoi il a compté. À l'époque de Hassan Fathi, en 1930, lui, quand il est diplômé, voilà ce qu'on construisait au Caire. Ça, c'est des immeubles du Caire, vous connaissez, hein, pas loin de la place Tahrir. On ne sait pas trop si on est à Paris ou si on est au Caire en fait, hein. C'est le même style. Hein. Et je confirme, alors ça pourrait être aussi Londres d'ailleurs à la limite, parce que c'est les mêmes architectes, c'est la même mode, vous voyez, on fait des trucs en pierre, etc. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle de l'architecture haussmannienne, hein, de la fin du 19e siècle. Voilà quelques photos que j'avais faites la dernière fois, mais avec des choses assez jolies, vous voyez, en art déco, ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, vous voyez le petit détail de mosaïque, ce sont des choses assez jolies, mais ça n'a rien d'égyptien, c'est, je dirais, de l'art international occidental, époque art déco. En 1924, il y a des architectes qui s'insurgent contre tout ce que je vous ai montré, en disant c'est nul, c'est dépassé, on ne peut plus construire comme ça, il faut réfléchir autrement. Le Corbusier. Alors j'ai écrit totalitarisme, parce que c'est vrai que Le Corbusier, dans son urbanisme, il a une pensée véritablement totalitaire. Il veut que tous les gens marchent droit, dans des avenues droites, il faut que ça soit carré, il faut que les voitures passent comme ça, que les piétons passent comme ça. Alors c'est peut-être son esprit un peu suisse, si vous voulez, qui nous quadrille un peu l'esprit. Mais, parce que regardez, il faut tuer la rue Corridor. Hein, réfléchissez bien à ça, il faut tuer la rue Corridor, c'est fort comme phrase. Donc ça veut dire qu'il avait une idée très forte sur le nouvel urbanisme. Et regardez cette perspective étonnante. On pourrait bien être à Abu Dhabi aujourd'hui, hein, ou à Dubaï, avec les tours un peu plus hautes, d'accord, mais c'est la corniche, c'est pareil. Mais regardez les voitures, c'est pas tout à fait les 4x4 qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment 1924. Donc voilà un homme, si vous voulez, qui réfléchit à un futur et qui, dès 1924, nous décrit le monde d'aujourd'hui. C'est quand même assez étonnant.
Hassan Fathy ne le sait pas, ça. Lui, il est en Égypte. Ou peut-être qu'il ne s'intéresse pas. Alors, en Europe, deuxième courant de pensée, c'est le Bauhaus. Bauhaus, vous avez entendu parler. Bau, ça veut dire construire, et Haus, ça veut dire maison. Donc là, on est, excusez-moi, ça n'est pas péjoratif, mais on est dans l'esprit teuton. Vous connaissez le mot teuton? Non? Ça veut dire germain, ça veut dire allemand. Ça veut dire c'est lourd, c'est simple. On ne fait pas des trucs gays. Hein? Là, on utilise le béton. Je fais exprès de dire béton, parce qu'en allemand, ça, hein, béton, acier, verre, et on met des grandes fenêtres, on met de l'acier. Et on fait ça. Aujourd'hui, on construit pareil. Je dirais, votre lycée, qui n'a que 5 ans, est l'enfant du Bauhaus. Votre lycée, 100 ans plus tard, est l'enfant du Bauhaus. On n'a pas tellement changé d'idée. Vous voyez, le courant de pensée très fort qui existe à l'époque. Alors, ça a fait des petits partout. Vous voyez, même chez l'immobilier. Marcel Breuer, très très connu comme designer, a fait déjà des fauteuils. On les vend toujours, c'est toujours à la mode, ça coûte une fortune. Regardez la maison avec des petits cubes. On a l'impression, celle qui est à gauche, on a l'impression que ça a été sorti d'aujourd'hui. Quelqu'un qui construit comme ça aujourd'hui, on dit « Ah, c'est génial !» Ben non, c'est pas génial, parce que c'était déjà en 1930. Donc, et dernier exemple d'architecture, si vous voulez, avant-gardiste, la fameuse maison Fallingwater de Frank Lloyd Wright, qui lui, non seulement utilise l'acier, le béton et le verre pour faire des porte-à-faux impossibles avec les constructions traditionnelles, et qui en plus s'insère dans le paysage et joue avec une fontaine. C'est un exemple mondialement connu de l'architecture. Donc vous voyez, un courant général, mondial, si j'ose dire, d'architecture, qui veut sortir de la tradition du 19e siècle, et de tout ce qu'on faisait avant, parce que l'industrie est derrière nous, et l'industrie, avec l'acier, le béton et le verre, permet de faire des choses nouvelles. Or, que pense Hassan Fathy? Au même moment, c'est simultané. Lui, il prend le contre-pied de cette avant-garde. C'est tout à fait étonnant. Hein? Et il dit, regardez en rouge, raviver la foi d'un peuple dans sa propre culture. Or, c'est vrai que tout ce que je vous ai montré en béton et autres, c'est une culture nouvelle qui est naissante. Or là, lui, il dit le contraire. Il dit, on ne va pas s'occuper de ce futur, on va au contraire revenir, non pas forcément en arrière, mais revenir, je dirais, remettre nos vieux chaussons, reprendre la tradition et essayer de la réinventer. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il propose déjà de travailler la terre crue. Donc, vous voyez, nous sommes à des années-lumière du béton, de l'acier, du verre. Qu'est-ce que c'est que la terre crue? C'est un matériau archi simple qui n'a pas besoin d'industrie derrière lui pour pouvoir être utilisé. N'importe qui se baisse, il fait une brique. Hein, on prend un peu d'eau, on fait une brique. On peut en faire une, on peut en faire 1 million. Il faut simplement un peu plus de gens. Mais ce n'est pas plus difficile. Voilà comment on fait la terre crue, et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque j'ai retrouvé un bas-relief de l'Égypte ancienne où déjà on faisait de la terre crue, donc ça date depuis très longtemps. Alors avec ce matériau de base, on construit des choses étonnantes. Alors je vous donne exprès un exemple qui n'est pas égyptien, mais la grande mosquée de Mopti, qui est assez jolie, même très très jolie, et petite question, savez-vous pourquoi il y a tous ces petits bâtons qui sont autour? Non, pas du tout. C'est simplement un échafaudage qui est maintenu en permanence et qui permet aux gens, tous les ans, de revenir faire les enduits, si jamais il pleut. Donc comme ça, on ne défait pas l'échafaudage, on ne le remet pas. Il y est toujours, donc on grimpe sur ces trucs-là et on met l'enduit. S'il y a de la pluie, ça ne peut pas fondre? Je viens de le dire. S'il y a de la pluie, ça fond un peu, mais on se dépêche d'en remettre après. C'est pas grave. Et donc on le fait 1 fois, 2 fois par an, et c'est pas gênant. Donc ce sont des bâtiments qui vivent, si vous voulez, qui sont entretenus en permanence. Mais derrière des bâtiments comme ça, il n'y a aucune industrie derrière. C'est simplement la main-d'œuvre de l'homme. Vous avez la même chose à Sanaa. Sanaa, grande ville que vous connaissez peut-être, tout en pierre, en soubassement, et puis tout en terre, et où ils ont construit un urbanisme tout à fait étonnant. Tout ça, c'est avec des matériaux sans aucune industrie. Alors comment construit-il? Eh bien, Hassan Fathy prend le principe de dire on va réutiliser des techniques très anciennes, qui sont la voûte nubienne. Alors la voûte nubienne, ça consiste à faire un espèce de début de voûte, vous voyez, qui s'appuie sur un mur, comme ça, et puis on continue, et ça tient, et on arrive à construire des espaces. Donc vous voyez en plus une technique qui n'a pas besoin de calcul, qui n'a pas besoin d'ingénieur, qui n'a pas besoin de maîtrise d'œuvre, qui n'a pas besoin d'entreprise, qui n'a besoin de rien finalement, sauf de bonne volonté et de bras. Et tout le monde est capable de le faire. Et ça donne ça.
Donc ça donne des bâtiments qui sont forcément un petit peu lourds, et c'est vrai que le peuple peut le faire. Donc vous voyez, Hassan Fatih décide de remettre, comment dirais-je, dans la population des systèmes de construction qui normalement devraient lui permettre de résoudre les problèmes de l'habitat, de la construction, etc. Parce que, mine de rien, à son époque, comme aujourd'hui, la démographie en Égypte existait, elle augmentait. Donc il fallait bien qu'on construise pour que les gens habitent. Alors il avait aussi réutilisé des vieux systèmes de ventilation. Alors vous voyez, ça c'est un dessin d'architecte où il vous met des espèces de rubans, ça représente l'air frais qui passe comme ça et qui passe devant un bassin qui se rafraîchit, qui ressort, et là-dedans il fait délicieusement bon. C'était les Romains avaient déjà appris ça à l'époque, hein. Donc ils ne réinventent pas, si vous voulez, mais ils remettent à l'honneur les systèmes anciens, qui sont vérifiés d'ailleurs dans un projet de Hassan Fatih comme celui-là, par les ingénieurs, qui eux ont fait des calculs pour vérifier les différences de pression, vous avez les chiffres ici, avec les pressions, les dépressions, et justement montrer que ce qui, pour les anciens, était intuitif, hein, ils n'avaient pas tous ces calculs, mais ils avaient quand même compris que quand il y a un air froid et un air chaud, quelque part, ça fait une différence de pression, ça fait une différence de température, donc ça fait un courant d'air. Il n'y a rien qu'à voir, il suffit d'ouvrir la porte ici avec la porte qui est là-bas, et ça va faire un courant d'air. Voilà. Donc c'est un peu ce principe-là. Et Hassan Fatih se sert de tous ces éléments-là pour promouvoir une architecture, comment dirais-je, simple, qui est utilisable partout et pour laquelle on n'a pas besoin, comme je le disais, d'industrie, de camions, de bétonnières, d'aller commander des aciers, je ne sais trop où, on peut tout faire. Et il dit, regardez en rouge, l'architecture n'est au fond que l'expression graphique des réactions de l'homme en face de la nature. L'expression graphique des réactions de l'homme en face de la nature. Alors c'est assez intéressant cette notion assez philosophique finalement de la manière de construire de Hassan Fatih. Et c'est ça, je pense, qui commence déjà à faire son intérêt, c'est-à-dire ce pourquoi il rejette d'une certaine manière tout ce qu'on a vu de Le Corbusier. Parce que vous n'imaginez pas Le Corbusier dire l'architecture n'est au fond que l'expression graphique des réactions de l'homme en face de la nature. Non, Le Corbusier il dit moi j'ai besoin de béton, j'ai besoin de ceci, il faut que les avenues soient larges, qu'on puisse faire entrer les voitures, etc. Donc vous voyez, c'est une conception totalement différente. C'est en fait, quand je dis conception, c'est une philosophie différente, philosophie de la vie. Et notamment du rapport de l'homme et de son environnement. Donc vous voyez deux entités totalement opposées, et d'ailleurs que vous pouvez voir, ne serait-ce que quand vous vous promenez ou circulez dans le Caire, où vous avez justement cet antagonisme entre une architecture qui se voudrait, disait la fille ou le fils de la pensée de Le Corbusier, et puis le fils ou la fille de la pensée de Hassan Fatih. Et je ne sais pas si vous avez pu voir au Caire quelque chose qui ressemble au fils ou à la fille de la pensée de Hassan Fatih. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il a construit? Il a vraiment construit des choses. Alors, une architecture pour les laisser pour compte, c'est-à-dire ceux pour qui l'industrie ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Donc lui, il se propose de construire, alors là c'est le marché du nouveau village de Gourna. Alors vous voyez, il adopte donc les principes anciens, avec les coupoles, avec la voûte numienne dont je vous ai parlé, avec la terre, etc. Donc il arrive à faire des grands bâtiments, en taille, si vous voulez, il suffit de multiplier les colonnes et les poteaux, c'est pas très compliqué, et on peut arriver comme ça à résoudre les problèmes, je dirais, des besoins de l'homme dans l'urbanisation d'une ville. Voilà un autre exemple, la coopérative de Kargar. Alors là, c'est en voûte nubienne, avec le fameux mur avant, dont je vous ai montré tout à l'heure, le petit schéma, avec l'air froid qui passe et les courants d'air pour que ça soit agréable. Un autre exemple, alors, autre exemple qui est assez intéressant. Vous avez vu le dessin de Le Corbusier tout à l'heure, avec ses grandes avenues, les immeubles carrés, les petits avions, les vieilles voitures, voilà. Voilà comment Hassan Fatih, lui, voit l'architecture. C'est-à-dire que lui, il ne la voit pas en homme qui veut régler le sort des gens, parce que Corbusier, c'est ce qu'il fait, lui, il le voit en poète. Parce que si vous regardez bien, pour un architecte, ça c'est une vision poétique qui mêle à la fois la vision frontale du plan, ce qu'on appelle l'élévation, une façade, l'élévation, et puis derrière, un arbre qui n'a rien à y faire. L'entrepreneur qui va construire cette maison, il se fiche pas mal de savoir s'il y a un amandier en fleurs devant. C'est pas le problème. Il va peut-être même plutôt l'enlever en disant cet amandier me gêne, je ne peux pas mettre mon camion, je ne peux pas mettre ma bétonnière. Non, Hassan Fatih, lui, voit la construction, l'architecture comme étant quelque chose de poétique. Toujours poétique, en relation avec, justement, ce qu'il disait tout à l'heure, l'homme et la nature. Et vous voyez que dans ces projets, il y a toujours cette dualité
homme-nature qui est toujours présente. Remettez-vous en tête le dessin de Le Corbusier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas un arbre à 50 km. Il n'y a que du béton, ou de l'asphalte, et puis des réseaux, des égouts, de la lumière, des poteaux, voyez. Et là, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de béton, tout est à l'inverse. Et regardez même ce dessin qui est un peu étonnant, puisqu'il mêle à la fois, comme je vous le disais, l'élévation, c'est-à-dire le plan d'architecte, et une espèce de perspective derrière, on ne comprend pas trop bien ce qu'on voit. En fait, je pense que c'est le Nil, avec quelques feloupes derrière, qui, pour un dessin d'architecte, n'ont rien à faire là. Mais pour Hassan Fathy, c'est très très important, justement, d'englober, je dirais, de laisser l'homme au centre du projet de l'architectural.